Les VLAN permettent de créer des limites afin d'isoler le trafic. Lors de la conception du réseau, les VLAN doivent être vus avec attention. La couche d'accès des switches Cisco prend en charge jusqu'à 64, 256 ou 1024 VLAN. Ce nombre maximum de VLAN dépend du switch. Dans les switches Cisco, par défaut, il y a des VLAN qui sont déjà préconfigurés. Le VLAN par défaut des switches est le VLAN 1. D'ailleurs, le protocole CDP l'utilise pour découvrir ses voisins. Une bonne pratique de sécurité est de séparer la gestion du switch des utilisateurs. Ça permet d'empêcher les utilisateurs de tenter d'établir une connexion telnet sur les switches. Pour pouvoir administrer un switch à distance, il faut lui configurer une adresse IP. Cette IP doit se trouver dans le VLAN de gestion, qui est le VLAN 1 par défaut. Il est aussi très conseillé de modifier le VLAN natif par défaut par un autre VLAN, par exemple le 99. Quand on configure un trunk, il faut s'assurer que le VLAN natif est bien le même d'un switch à un autre. Car si les extrémités sont différentes, alors des boucles de spanning tree peuvent se produire. Dans ce cas, l'iOS remontera des erreurs sur la console. Le protocole DTP aide à négocier automatiquement le port en mode accès ou en mode trunk. Pour ça, il existe deux types de modes. Il y a le mode dynamique auto, qui négociera le mode automatiquement avec une préférence pour le port d'accès. Et le mode dynamique desirable, qui est la même chose que le dynamique auto, sauf qu'il a une préférence pour le port trunk. La commande switch port non-gociate désactive l'autonégociation du switch. Plus on ajoute des switches et plus il est possible d'établir une redondance. La connexion de deux switches au même segment de réseau assure une continuité de service s'il y a des problèmes avec l'un des segments. La redondance permet d'assurer et d'améliorer la disponibilité du réseau. Mais le problème, c'est qu'avec une mauvaise conception, des boucles réseau peuvent se produire. Dans un réseau commuté, c'est-à-dire où il y a plusieurs switches, les trames Ethernet doivent n'avoir qu'un seul chemin entre deux points. C'est ce qu'on appelle une topologie sans boucle. Par exemple, sur cette topologie, une trame qui part du PCA pour aller vers le PCB pourra soit passer par le segment 1 ou bien par le 2. Nous avons donc une boucle réseau. Le problème, c'est que ça génère des tempêtes de broadcast et ça peut faire tomber le réseau. Quand une tempête de broadcast se produit, tous les liens saturent car les broadcasts tournent en rond sur les boucles et les tables MAC des switches deviennent complètement folles. Pour éviter cette boucle, on pourrait très bien déconnecter physiquement le câble du segment 4. Comme ça, il n'y aurait qu'un seul chemin entre le PCA et le PCB. Les paquets passeront obligatoirement par le segment 1. Mais un bon réseau doit offrir de la redondance pour proposer un chemin alternatif en cas de panne d'une des liaisons ou bien d'un switch. La solution aux boucles est le protocole Spanning Tree. C'est un protocole réseau de couche 2 qui permet d'avoir une topologie sans boucle et ce, même avec de la redondance. Le Spanning Tree oblige certains ports à être dans un état bloqué pour ne pas faire de boucle. Et s'il y a un problème avec l'un des segments du réseau, le Spanning Tree rétablira le chemin bloqué. Par exemple, si le segment 1 tombe, alors le Spanning Tree ouvrira automatiquement le segment 4 pour faire passer les trames. L'algorithme du Spanning Tree permet de garantir un seul chemin entre deux points réseau. Pour cela, il bloque administrativement certains ports des switches. Sur les switches Cisco, le Spanning Tree est activé par défaut.